Donc les types de changements, on a deux types de changements. Donc ça aussi, c'est un principe basique de systémique. Vous avez un changement de type 1 qui est en fait des variations entre deux bornes. En fait, c'est-à-dire qu'on fait un peu, on change, mais on fait selon des recettes qu'on connaît déjà. Donc c'est par exemple, bah, on fait des copiles, bon, on fait des coproges, bon, bah, on va faire comme d'hab, sauf qu'on va faire un copile de 2 heures, où on va inviter d'autres personnes. Donc voilà, mais on fait comme d'habitude, mais on change un petit peu à travers quelque chose qu'on maîtrise déjà, qu'on connaît déjà. Le changement de type 2, ça passe par une crise. Alors une crise, ça peut être simplement une discussion, une résolution de conflit ou une discussion un petit peu difficile avec quelqu'un. C'est pas forcément la grosse crise environnementale. Enfin, la crise, on va dire une crise, une guerre ou quelque chose de très très grave. Une crise, ça peut être simplement une discussion, hein. Donc tout ça, c'est Jacques-Antoine Malarevitch qui nous donne cette manière de représenter les crises et les types de changements, type 1, type 2. Et c'est parce qu'on passe par une crise qu'on est capable de trouver un autre niveau homéostasique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi de voir. Parfois et souvent, le changement de niveau 2, le vrai changement, celui qui va nous permettre de changer complètement nos habitudes, de prendre du recul et de vraiment évoluer et de s'adapter à l'environnement, c'est un changement de type 2 qui passe par une crise. Donc la crise, ça peut être, on fait un atelier, il y a des gens qui vont pas être d'accord, ça va un peu monter dans les tours, mais à un moment donné, on va être capable peut-être de réussir à ce qu'on arrive à factualiser les difficultés, on arrive à faire en sorte de trouver de nouvelles règles de fonctionnement, on est passé par une règle, par une crise, et on arrive à de nouvelles règles, à une nouvelle manière de travailler, qui va nous permettre d'être efficace à un autre niveau homéostasique, c'est-à-dire avec de nouvelles règles, de nouvelles manières de travailler. Donc par exemple, on peut provoquer une crise si on est adepte de SAFe, par exemple, le framework d'agilité à l'échelle. Vous êtes dans un fonctionnement cycle en V. Vous avez un cadrage. Bon, ok. Vous allez démarrer votre projet. Et là, vous provoquez une crise en disant, à telle date, on va faire un PI planning. Peu importe qu'on soit prêt ou pas, on fait un PI planning à telle date. Quelque part, vous provoquez une crise un peu dans le système parce que vous êtes en train de leur dire, on va changer, on va fonctionner différemment avec des nouvelles règles. La crise qui peut venir finalement du fait qu'on n'est pas prêt, du fait qu'on se pose plein de questions, du fait qu'il va falloir changer plein de choses, ça peut provoquer pas mal de... ça peut être un peu délicat, mais la crise, le fait qu'on sait que ça va arriver, qui provoque un peu ce stress, cette tension, peut faire en sorte que les gens finalement vont devoir se mettre vont devoir changer de leurs habitudes, vont devoir mettre des backlogs en place, réfléchir à des features, à des MMF, mettre en place des Kanban, mettre en place un certain nombre organiser le PI planning, etc. Et du coup, vous allez pouvoir atteindre un autre niveau homéostasique où vous ne fonctionnez plus avec des coproches, des copiles, mais vous fonctionnez avec des équipes alors les équipes, on va dire, qui sont déjà en Scrum, donc, mais vous ne fonctionnez plus avec des copiles, mais vous fonctionnez avec des PI planning, par exemple, avec des revues à l'échelle, où vous allez présenter le travail collaboratif à chaque fin d'itération. Donc c'est un exemple, vous n'êtes pas obligé d'être adepte de SAFe, c'est un exemple parmi d'autres. Quel que soit le framework que vous utilisez, quand on passe du cycle en V à l'agilité, le fait de provoquer une crise, à un moment donné, d'être face à un moment où il faut agir, il faut changer, et que cette crise est provoquée artificiellement, ça peut provoquer le changement. Un autre exemple, vous êtes dans difficulté, vous communiquez de manière ouverte et transparente le fait que l'entreprise est en difficulté, vous créez une crise au sein de l'entreprise qui, elle aussi, peut provoquer le changement et faire en sorte que le système va s'organiser différemment pour bien fonctionner. Le fait qu'il y ait tout un service qui démissionne les uns après les autres, ça peut provoquer à un moment donné des dégâts dans l'entreprise, un mauvais fonctionnement qui peut provoquer une crise et qui fait que l'organisation va s'organiser, enfin l'entreprise va s'organiser différemment. Voilà, donc les bienfaits de la crise, quand on veut provoquer un changement, parfois, le fait d'attendre la crise ou de trouver le bon moment ou de provoquer artificiellement une crise, de provoquer par exemple un workshop où les gens vont pouvoir parler entre eux alors qu'ils ne se parlent jamais, ça peut être des techniques qui provoquent le changement et qui aident au changement. Donc on peut aussi faire un lien avec le mode automatique, le mode adaptatif qui nous viennent de l'ANC, que je vous présenterai un peu plus loin. Le mode automatique, on utilise en fait les recettes qu'on connaît habituellement, donc ça va très très vite, hein, c'est efficace, ça c'est très bien d'être en mode automatique, hein, on est très efficace.
Au niveau du cerveau, donc c'est ce qu'on fait 95% du temps. Mais quand on est face à une crise, quand on est face à quelque chose de nouveau, de complexe, de difficile à comprendre, là on a besoin de basculer en mode adaptatif, on a besoin de prendre du recul, et on a besoin d'être dans la nuance, la relativité, la logique, de manière à pouvoir trouver un autre mode de fonctionnement qui va nous permettre de trouver une autre manière de vivre, plus efficace. Donc une crise par exemple, vous vivez avec votre femme, tout se passe bien, et malheureusement, elle meurt. Vous êtes dans une grosse crise. Là, vous avez un moment effectivement une période de deuil qui est très importante à faire. Vous basculez en mode adaptatif pour pouvoir accepter la situation. Ça vous fait revoir tout votre mode d'organisation, votre mode de fonctionnement, et vous arrivez à trouver une autre homéostasie, d'autres habitudes qui vous permettent de survivre malgré la douleur du décès, mais qui va vous permettre de continuer à vivre de manière efficace en dépensant le moins d'énergie possible, mais avec de nouvelles règles, parce que vous devez vous adapter à cette crise. Autre cas, la crise écologique. Pour l'instant, on est toujours dans notre mode de fonctionnement habituel. Le fait qu'on sache qu'il va y avoir une crise, ça ne provoque pas le changement. Le jour où il y aura vraiment une crise climatique, c'est-à-dire que les températures vont augmenter énormément, le niveau de la mer va monter, il y aura moins d'énergie disponible dans le monde, ou ce genre de choses qui vont arriver, qui provoquent une crise, là on sera bien obligé de s'adapter à une nouvelle condition. Et donc là, il va y avoir un vrai changement dans notre manière de consommer, notre manière de travailler, notre manière de fonctionner, de nous déplacer, la manière de construire les maisons, etc. Donc face à quelqu'un de stressé ou simplement bloqué dans ses automatismes, l'objectif est d'amener la discussion vers la dimension du mode adaptatif. Alors, on va parler un peu plus de mode adaptatif. Quelqu'un qui est bloqué dans ses certitudes, qui est stressé, il n'est pas capable de changer. Il va rester crampé sur ses positions, il va chercher à utiliser ce qu'il fait d'habitude, et il va finalement, quand on est stressé, c'est un moment où on n'est pas capable de changer. On cherche à se protéger, et donc on n'arrive plus à réfléchir correctement. Donc si vous êtes face à quelqu'un de stressé, ce n'est pas le bon moment pour pouvoir provoquer le changement. Il faut d'abord l'aider à gérer son stress, à revenir à trouver du calme, pour pouvoir ensuite réussir à avoir une discussion qui va pouvoir l'amener à basculer en mode adaptatif, et du coup à prendre une posture méta, et du coup à pouvoir trouver d'autres solutions possibles, un peu innovantes, créatives, qui vont lui permettre de sortir de la situation qui le met en stress. Donc le mode mental automatique, il est caractérisé par la routine, la persévérance, la simplification, les certitudes, l'empirisme et l'image sociale, alors que le mode mental adaptatif, c'est la curiosité, la souplesse, la nuance, la relativité, la réflexion logique et l'assertivité. Tout ça, ça nous vient de l'Institut du neurocognitivisme, donc on passe là un peu aux sciences cognitives pour compléter la compréhension de la systémique. On parle des dimensions du mode adaptatif et des dimensions du mode automatique. Simplement pour vous expliquer, la routine, on fait comme d'habitude, on n'est pas curieux. Là, on parle de curiosité sensorielle. On parle d'être curieux quand vous prenez la voiture pour aller au travail, par exemple, vous prenez les bus ou vous y allez à pied, vous ne faites pas vraiment attention aux détails qu'il y a. C'est toujours un peu le même chemin, donc vous ne faites pas gaffe. Vous avez le minimum d'énergie dépensée pour avoir les informations qui vous sont nécessaires pour faire le trajet correctement. Vous allez prendre le métro, vous allez regarder combien de temps il y a avant le prochain métro. Bon, ne faites pas trop attention, vous êtes dans votre bouquin ou dans votre truc. En mode mental adaptatif, avec la curiosité, on va être ouvert à beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir observer ce qui se passe dans la rue, vous allez observer le comportement, observer est-ce qu'il va y avoir des taxis, est-ce qu'il y a des vélos, il y a peut-être d'autres moyens finalement de se déplacer. Ou la curiosité, c'est la curiosité sensorielle aussi, de faire attention à ses sensations, sa respiration, etc. Et donc c'est pour cette raison que quand on est attentif à sa respiration, on va basculer en mode mental adaptatif. C'est exactement la même chose que la méditation ou bien la technique du 5-5-5, des techniques de méditation portées autrement sur la multisensorialité ou bien le fait d'être attentif à sa respiration ou attentif à ses sens. Tout ça, ce sont des exercices qui ont en point commun d'éveiller la curiosité sensorielle et qui font que vous basculez en mode mental adaptatif. Donc le mode mental adaptatif, sérénité, ouverture d'esprit, capacité à avoir des idées beaucoup plus créatives et nouvelles. On retrouve un peu de calme et on est capable de trouver des choses complètement différentes.
La persévérance, on reste sur ce qu'on sait faire, on lâche pas l'affaire, on continue à aller de l'avant tel qu'on pense qu'on a raison, et c'est comme ça. La souplesse d'esprit, c'est plutôt le fait d'accepter la réalité telle qu'elle est. Persévérance, on va absolument tenir le planning. Souplesse d'esprit, acceptation, on accepte qu'il y a des événements nouveaux, et que du coup, ben, le planning tel qu'on avait prévu, ça tient plus la route. Et donc, voilà, la souplesse, l'acceptation, on est dans un mode adaptatif, on retrouve plus de sérénité, et on est capable, du coup, de réfléchir à long terme, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous, le plus logique, enfin, le plus utile. Est-ce que c'est de continuer à persévérer, d'aller dans le mur, ou c'est au contraire de se dire, bah, on va peut-être reprioriser des choses, on va peut-être communiquer différemment, on va peut-être accepter finalement qu'on va prendre du retard par rapport à une idée préconçue de la réalité qui était forcément une illusion. La simplification, simplement le fait de croire que les choses sont très simples, on est dans ses croyances, on est dans ses, tout est noir ou blanc, c'est très simple, alors que, enfin c'est simpliste en fait, hein, alors que la nuance, au contraire, on est dans une nuance de gris, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc quand on est dans la nuance, que ce soit dans la discussion avec l'autre, ou bien pour préciser sa pensée, quand vous coachez quelqu'un, que vous arrivez, et c'est ce qu'on fait en Solution Focus, à lui faire exprimer de manière très nuancée sa pensée, en détail, là vous allez l'amener à du mode mental adaptatif, qui va l'aider à retrouver plus de sérénité, plus de capacité cognitive, plus de portes, et la capacité de décider aussi du chemin qu'il voudra prendre plus tard, et donc de changements qu'il va opérer dans sa vie, ou bien pour son entreprise. Certitude, on sait ce qu'on sait, on a nos habitudes, on sait très bien, on a nos croyances, et donc alors que dans la relativité, au contraire, on a conscience que l'autre peut avoir un avis différent, que l'autre peut avoir un autre point de vue. La relativité, ça peut être vrai maintenant, ça ne sera pas vrai demain, donc c'est la relativité temporelle et c'est la relativité dans l'espace. Si on retrouve cette idée de niveau logique qui est un niveau supérieur, on n'est plus dans un espace-temps limité, on est dans un espace-temps beaucoup plus large. Relativité, c'est aussi de se dire qu'il peut y avoir voilà, le Big Bang, la fin de la planète Terre, etc. On relativise pas mal de choses, on est peu de choses, etc. On relativise aussi la gravité de ce qui arrive. Dans un an, on n'y pensera plus. Bon, tout ça, ça peut aider au coaching, à la gestion du stress et à la gestion de conflits. L'empirisme, on se base sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait d'habitude. Et donc ça, il y a beaucoup de coachs agiles qui vont dire « Ouais, Scrum, ça marche très bien. C'est comme ça qu'on fait du Scrum, et je vais mettre ça en place partout parce que ça marche bien. » La réflexion logique, c'est de se dire on est dans un environnement où il y a d'autres caractéristiques, où il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Le Scrum, il va falloir peut-être l'adapter ou demander aux équipes de trouver leur propre manière de fonctionner de manière à être plus efficace. Donc la réflexion logique, elle est bien plus forte parce qu'on se base sur la théorie, sur des réalités qu'on n'a pas encore vécues, pour pouvoir comprendre l'environnement et trouver une solution qui soit bien supérieure, bien plus intelligente, bien plus puissante, en se basant sur une réflexion logique plutôt qu'en se basant uniquement sur son empirisme. L'image sociale, c'est faire décider, prendre des décisions en fonction du regard des autres. L'assertivité, c'est suite à tout ce cheminement qu'on peut avoir, de curiosité, de souplesse, de nuance, de relativité, de réflexion logique, c'est se forger son propre opinion et être capable de la défendre avec force, avec émotion, avec ce sentiment d'être en accord avec soi-même, sans pour autant dénigrer l'avis des autres, qui est tout autant juste, c'est juste un autre point de vue, une autre manière de voir les choses. Mais l'assertivité, c'est cette capacité à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent, sans agressivité, sans manipulation et sans se taire. Donc, une des techniques qu'on peut utiliser pour provoquer le changement, c'est de provoquer une crise dans un cadre sécurisé. On peut provoquer une crise dans le cadre d'une réunion ou dans le cadre d'un one-to-one entre deux managers. On sécurise, on est dans une pièce, personne n'est au courant, il y a un coach indépendant et neutre. On provoque une crise entre deux personnes, on les fait travailler sur la résolution de leurs conflits, de manière à ce qu'ils trouvent de nouvelles règles de fonctionnement ensemble, peut-être même qu'on crée de la collaboration entre les deux. Et là, on a réussi à provoquer un changement, qui peut être un changement systémique, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, simplement en faisant parler deux managers. Responsable commercial, responsable des achats, on les met dans la même pièce, on fait certains ateliers que je vous présenterai par la suite, je vous donnerai des exemples,
on les fait travailler en mode adaptatif, on provoque une crise, donc le fait qu'ils parlent, qu'ils se disent les choses, et on arrive finalement à provoquer du changement. Donc ça fait partie des techniques pour provoquer le changement systémique à l'échelle, pour provoquer finalement, pour mettre en place de l'agilité à l'échelle, comment casser les silos, parce qu'on veut trouver finalement de la transversalité, de l'efficacité collaborative entre des personnes qui travaillent dans des silos différents. Eh bien, une des techniques, provoquer des crises, que ce soit par atelier ou par workshop ou simplement en one-to-one, pour provoquer la crise dans un environnement sécurisé et provoquer le changement.